Alors, bienvenue dans Miles and Minds de Runner Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Houillet, athlète français spécialisé sur le 800 mètres. Hugo, comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Tout va pour le mieux. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Yes, du coup, Hugo, athlète, ça fait 11 ans cette année que je fais de l'athlétisme. J'ai un peu touché à tout avant. Avant l'athlétisme, on va dire que mon principal sport, c'était le foot, mais je tournais toujours avec, 2 sports. Donc, j'ai fait judo, basket, de la gym, et d'autres sports encore que j'oublie, donc toujours, vécu dans cet univers du sport. Et à côté de ça, je fais un métier qui, pour beaucoup, sera l'opposé de ce que je viens de dire. Je suis développeur informatique et passionné de jeux vidéo et d'e-sport, du coup, compétition sur les jeux vidéo. Parfait, justement, on pourrait y revenir plus tard. Aussi important de rappeler, sans tout citer, que tu fais notamment donc champion de France e-sport en salle en plein air en 2017. Bronze sur 4x400 au championnat d'Europe U23 et ensuite argent, bronze en 2020-2021 sur les France. Tu réalises ton record personnel sur 800 en 1:45,52. Hem, alors tu en as un peu parlé. Comment tu te mets dans le sport? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille à l'origine? Est-ce que tu as une famille sportive? C'est par toi-même? Comment ça se passe? Ouais, bah, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu du sport, que ce soit à la télé ou autour de moi. Enfin, mes parents sont tous les 2 athlètes. Heu Enfin, ils é athlètes, d'athlétisme, hein, pas athlètes, au sens large, mais ils étaient tous les 2 athlètes de bon niveau régional, voire national. Mais ils ont jamais voulu trop me pousser vers l'athlé. Ils disaient que tant que je pratiquais du sport, ils étaient contents, en fait. Ils ont pas cherché à tout prix à me pousser à l'athlé. Comme beaucoup, j'ai fait du foot très jeune, parce que le plus lointain souvenir que je me souvienne, c'est 2000, avec, la prolongation, donc plutôt. Donc j'ai commencé par le foot comme beaucoup de jeunes, j'ai touché à plein d'autres sports et ouais, j'ai toujours eu, même au-delà des sports que je pratiquais, un attachement au sport. J'ai regardé le Tour de France quand j'avais 5 ans, je passais mes après-midi devant. Roland-Garros pareil, alors que j'ai jamais fait de cyclisme en compétition ou quoi que ce soit, juste, profiter, dès qu'il y avait du sport à la télé que je pouvais regarder, que ce soit des championnats du monde, d'Europe, des JO, tout, même sans forcément comprendre, j'ai toujours eu cette vocation. Et bah, de mon côté, j'ai toujours aussi, du coup, performé en sport, à mon niveau. Au foot, j'ai jamais été incroyable, mais j'ai eu des bons résultats, et même en sport à l'école, j'étais plutôt pas mal. Du coup, je pense que ça encourage aussi à continuer. Donc, on a dit tu évolues sur 800 mètres. C'est une distance qui est un peu entre le sprint, l'endurance. Toi, comment tu arrives sur cette distance-là? Est-ce que c'est directement en commençant l'athlé, c'est directement le 800 ou au contraire, encore une fois, tu testes un peu tout et plus tard tu te spécialises? Ouais, bah, du coup, heu, quasiment directement, en fait, moi, je suis arrivé, du coup, j'avais arrêté le foot parce que la mentalité me convenait pas, en tout cas, du club où j'étais. J'avais fait 1 an de césure qui correspondait à mon entrée, en école. Et là, je savais pas trop, il y avait un club d'athlètes à côté de chez moi, et du coup, là, mon père, il m'a dit: «Bah, tu as toujours été plutôt côté, course que technicien de foot, on va dire. Tu vu le travail de l'ombre, le milieu défensif, donc tu as toujours eu cette appétence et ces qualités de course. Bah, i je connais l'entraîneur du coin, il vas-y, il va faire un test au moins.» Et moi, mon seul rapport à l'athlé, c'était les crosses du collège, donc en fait, la saison en athlée, elle se divise en 2 parties. Il y a l'hiver qui est plus tourné historiquement vers, les crosses, le foncier, le trail du long, et l'été vers la piste où là, on se spécialise. Moi, j'ai un gros club de demi-fond, à côté de chez moi. Donc l'hiver, je fais les crosses, et je me disais: «Bah, trop bien, je me qualifie au championnat de France la première année.» Je fais 120e, ce qui est en soi maintenant, enfin, je dirais que c'est un résultat moyen, mais ça reste des championnats de France la première année d'affilée, hein. Mais moi, dans ma tête, j'étais un crossman parce qu'au cross du collège, j'avais été bon, et en fait, la saison de piste arrive, on fait une compète de rentrée où je fais un 1000 mètres. Je fais le chrono de 2 minutes 32, donc c'est déjà un bon chrono régional, surtout pour quelqu'un que je n'avais jamais mis de pointe avant, qui avait aucune stratégie de course, et là, mon coach, il me dit: «Bah, sur 1000 mètres, c'est pas une distance officielle. La semaine prochaine, il y a les interclubs, donc la compétition, c'est 2 semaines par an où tous les clubs s'affrontent pour monter de division.» Il me dit: «Bah,
on va te mettre en équipe sur le 800 mètres, il y a pas de raison que et là, en fait, donc j'étais junior U20 et en fait, à ma première course, je fais, top 3 national, en fait, le chrono que je fais, je gagne la course et je me place directement dans les meilleurs juniors de France, ce qui moi, je comprenais pas du tout. Mon coach, il était quand même fanal tout le monde autour de moi était, comme des oufs et moi, je savais même pas ce que ça allait parce que pour moi, fallait on entrait dans les courses pour les gagner. Là où maintenant, il y a beaucoup de courses où on entre pour faire un meilleur chrono qui nous ouvre la porte des championnats. Enfin, là, c'est les sports de chrono, c'est très différent de beaucoup d'autres sports de ce point de vue-là. C'est que donc ouais, en gros, dès mes premières compétitions sur piste, je me suis classé parmi les meilleurs français et du coup, après, ça m'a jamais tenté trop d'autres distances parce que, ouais, cette Chine France, c'est de l'UBS net, c'est pour moi, j'ai gravité autour. Comme tu l'as dit, c'est un peu entre, le fond et le sprint. Donc j'ai aussi des chronos de référence sur 400 et sur 1500, mais je me suis pas trop aventuré ailleurs, on va dire. Et est-ce que c'est, justement au moment des interclubs ou avant, que tu comprends que ça y est, tu pourras évoluer à un niveau compétitif? Ou est-ce que aux interclubs, toujours, tu réalises pas vraiment ce que ça vaut et c'est plus tard que tu comprends? Bah, je réalise. Ouais, je réalise pas vraiment. Enfin, je comprends quand on me dit, «Avec ce chrono, tu vas être dans les 10 meilleurs cette année». Mais déjà, c'était junior, donc enfin, c'est un peu, comme au foot, tu sais, au foot, quand tu as 15 ans, tu as beau être très bon au niveau régional, c'est dur de se dire: «Je passe pro». En fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond le mot enfin, être pro niveau, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et moi, j'étais juste content d'être là et enfin, je me souviens d'un message à l'époque, maintenant je m'entends très bien avec, mais un gars de la région qui avait mis: «Mais enfin, il sort d'où celui-là, on le connaît pas». Le mec, il débarque, il fait ce chrono-là et enfin, limite, on va croire que c'est clean et qu'il y a rien derrière. Et alors que moi, pour le coup, vraiment, je débarque, enfin, je connaissais rien ni personne, tu vois? Je connais pas les têtes d'affiche. J'arrive au championnat de France, je me qualifie en finale, donc cette année-là, donc 2 mois après, je fais dans les 8 meilleurs français. Mais en finale, comme c'est série le samedi et finale le dimanche, moi, j'ai jamais couru 2 fois de suite. Je sais pas ce que c'est. Le lendemain, je suis complètement à l'ouest, c'est mon jusqu'à ce jour, c'est mon pire chrono sur 800 mètres de toute ma vie. La finale du championnat de France de ma première. OK, oui, parce que tu as enchaîné et tu étais pas prêt à ça, quoi. Ouais, enfin, c'était vraiment, allez, on découvre, quoi. J'ai une course, c'était bien aussi parce que je me mettais pas de pression et j'avais pas d'attente, mais de là à me dire, «Je vais passer pro», non, il y a pas du tout honnêtement. Et actuellement, donc tu évolues au Villeneuve d'Ascq, Fretin Athlétisme. Tu t'entraînes avec, Olivier Roch ou coach Rocco. Est-ce que tu t'es toujours, entraîné là-bas? Ouais, bah, c'est lui mon premier entraîneur et j'ai jamais changé. Cette année, on coécrit, le plan, d'entraînement du groupe de 800 mètres. Donc, j'interviens aussi on va dire qu'on discute du plan à 2. C'était une volonté après, on va dire après 10 ans et le cycle des JO de Paris. J'avais un peu envie de changer, mais pas forcément de changer de coach ou de changer de club parce que ça m'allait bien, mais j'avais un peu envie de changer de méthode d'entraînement. Du coup, on a décidé que cette année, on devait coécrire le plan et pour l'instant, je suis plutôt content, c'est cool. OK. Oui et puis le fait que ce soit toi aussi ton premier coach, c'est lui qui te connaît parfaitement, j'imagine et qui peut adapter, très facilement, OK. Après ton parcours chez les jeunes, donc du coup, on l'a dit, tu réalises de très bonnes perfs. Comment s'est passé ton passage, la transition entre catégorie jeune et le monde professionnel? Bah, j'ai jamais été professionnel, on va dire, j'ai toujours été dans le juste en dessous. J'ai jamais été parmi les athlètes qui vivaient du sport. J'ai toujours été parmi le top 5, on va dire, de ma catégorie. En senior, un peu, ça dépend des années parce que je passe vite de top 5 à top 10, mais on va dire que j'ai toujours été dans les gens qu'on veut pas avoir dans sa course au championnat de France, qui est pas non plus les gros cadors. Et moi, en fait, l'année espoir déjà, c'est une année où je fais ma dernière année espoir, il y en a 3. C'est l'année où je fais les 2 titres de champion de France et où je fais ma première sélection et j'allais dire heureusement parce qu'en soi, l'année, elle est pas très bonne et je pense que ces 2 3 années-là, j'améliore pas trop mes chronos. Donc c'est un peu frustrant parce que justement, on se dit, «Ah, ça fait que 3 ans que je fais de l'athlé», tu imagines direct, OK, chaque année ça descend donc tu imagines un peu et au final là, mais c'est normal aussi, on a des périodes où on stagne et c'est intéressant enfin, c'est pas qu'on forcément qu'on fait des mauvaises choses, ça peut, mais c'est aussi que,
Maintenant, j'ai aussi compris que, en fait, des fois, le chrono, il sort parce que ce jour-là, tout est aligné. C'est-à-dire que, la course était bonne, les conditions étaient bonnes, les jambes étaient au rendez-vous et on se dit: «Bah, ouais, maintenant, c'est mon niveau» parce qu'on est défini par son record. Mais en fait, probablement qu'on va refaire 10 fois des courses un peu similaires dans les mêmes temps, mais par contre, qu'elles seront beaucoup moins bien. C'est que faire une fois une 45, par exemple, c'est bien. Le sortir à toutes les compétitions, on est meilleur. C'est juste qu'on n'a pas eu la course pour faire mieux et je trouve que des fois, ça joue aussi beaucoup mentalement. Donc moi, mon passage chez les seniors, je trouve qu'il a été un peu compliqué parce que, je passais d'une catégorie jeune où j'étais vraiment parmi les meilleurs à des années où je stagne et je me dis: «Ouais, j'arrive pas à faire le gap» et après, bah, heureusement, j'ai retrouvé un peu le sens de la marche où finalement je redescends le chrono, une 46 puis une 45 et ouais, ça fait du bien, quoi. Et c'est quoi le plus gros changement que tu as dû, effectuer entre guillemets pour, t'adapter à ça? Bah, moi, je suis pas fan de enfin, au début, je m'entraînais pas beaucoup, on va dire, les premières années. Je suis arrivé, j'étais à 3 4 entraînements, ce qui est vraiment pas beaucoup à 20 ans. Donc petit à petit, j'ai augmenté. Mais moi, je considère que chaque année, il faut trouver un détail d'amélioration, un point d'amélioration. Il faut pas passer d'un coup de 5 entraînements à 12 en prenant, passer de 0 muscu à 3 muscu, améliorer son kilométrage de fou parce que je pense que c'est pas comme ça que le corps est fait pour encaisser. Donc juste, chaque année, je soit quand j'avais pas beaucoup d'entraînement, j'ai essayé d'en rajouter ou alors, les stages ou alors me dire, «Faut faire plus de courses» ou enfin, plus de renfo, plus de trucs et tout et après j'ai jamais douté que j'étais sur la bonne voie. J'ai jamais douté de ce qu'on faisait à l'entraînement et de que j'avais progressé. Juste, bah, c'est sûr que les années où ça progresse pas, c'est on se demande pourquoi, mais ouais, disons qu'à chaque fois, j'essayais de faire des petites optimisations plutôt que des gros changements parce que, ça m'allait bien. OK. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, donc tu as 2 activités, tu travailles aussi en tant que développeur. Comment c'est d'allier ces 2 casquettes-là? Bah, forcément, c'est faut jongler, je pense qu'il y a du en fait, je pense qu'il y a du très bon et il y a pas de très mauvais quand on trouve la bonne formule. Mmh. C'est sûr que en étant à plein temps et bien entouré, c'est plus facile d'être, athlète d'améliorer ses performances sportives, on va dire. Mais je pense qu'il y a aussi un risque de quand on n'a pas la sécurité financière, quand on n'a pas forcément le bon entourage et qu'on n'est pas forcément en fait, tout couper, pas avoir de travail pour tenter d'aller au niveau pro, je trouve que c'est très compliqué. Je pense qu'il vaut mieux atteindre ce niveau et ensuite tout couper en se disant: «OK, maintenant vu que je l'ai atteint, je sais ce que je veux, j'ai, un peu de revenu d'argent, j'ai un peu les contacts pour m'en sortir» et moi je regrette pas du tout. J'avais un emploi du temps aménagé où j'essayais justement de faire ce gap de passer pro et au final, l'année où je fais mon record, c'est l'année où je commence à travailler à plein temps ou dans mon métier de développeur. OK. Parce que, bah, j'ai de la chance, j'ai une boîte qui avec, c'est une petite entreprise, ça me permet ils ont compris que, bah, si je partais à 17 h ou 17 h 30 le soir, c'était pas parce que je voulais pas travailler, c'est que j'avais des entraînements. Mais par exemple, le midi, bah, ça m'arrive de pas prendre mes 2 heures, de prendre 1 heure ou, d'arriver un peu plus tôt le matin. En fait, c'est des ajustements. L'ambiance de travail est saine et développeur, c'est aussi un métier où on a du télétravail. Heu, c'est pas un métier laborieux physiquement parce que forcément, là, je compare, mon métier de développeur, je suis quand même assis toute la journée. Je veux dire, c'est pas un métier de chantier, c'est pas, heu, même prof des écoles, je pense à une petite dédicace à Romain Mornay et tous ceux qui sont devant des élèves ou qui doivent préparer des cours, mais c'est pas des métiers exigeants comme ça. Donc je pense que c'est bien aussi de se changer la tête, d'avoir autre chose à côté et disons que dans tous les cas, j'avais pas le choix. Moi, dans ma position, j'avais pas le choix donc moi, je suis très, si j'ai pas le choix, bah, autant pas se prendre la tête. De toute façon, je suis obligé de le faire donc je le fais et j'essaie juste de trouver les meilleurs arrangements, aussi. Mmh. Oui, puis on le sait, c'est un problème qui revient souvent, et qui est souvent mis en valeur, le fait que les athlètes français puissent pas, bah, vivre tout simplement de leur sport. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, bah, voilà, sans ce travail, c'est impossible de vivre de l'athlé. Toi, qu'est-ce que tu changerais dans la manière dont sont soutenus les athlètes? Ah, question complexe parce que, en fait, je pense que c'est plutôt au-delà même du ni enfin, les athlètes sont pas dans la capacité, même à très bon niveau, d'en vivre. En tout cas, je pense que si par exemple là, le top 1 est professionnel, ce serait bien d'élargir à
2 ou 3. Il y aura toujours des athlètes à la limite qui en vivront pas, c'est normal, même de très haut niveau, même des Ouais. mais en fait, c'est juste que pour moi, c'est le sport et la place du sport en global qui devrait être, un peu revisité. Dans le sens où, bah, moi, j'ai même en entretien d'embauche, je l'ai déjà eu enfin, moi, j'ai déjà eu, la question de, «OK, tu as envie de faire les JO à Paris en 2024, mais ça dure combien de temps? Parce que, tu peux pas poser plus de 3 semaines», tu vois? Ah ouais, OK, ouais, c'est binaire. Enfin, je veux dire, moi, si en entretien d'embauche, on me dit ça, je suis pas certain que dans des pays, on va dire, caricatural, mais les États-Unis, ils réfléchissent de cette façon-là. Ils sont moto. «OK, tu vas faire les jeux. Est-ce que je peux utiliser ton image dans la société? Est-ce que je peux communiquer autour?» parce que nous, le sport, c'est un truc de ouf et nous, le sport, c'est OK, on aime bien, OK, c'est bon pour la santé, mais par contre, il faut pas que ça entache à côté, nous, notre la brégime presque, du haut niveau et de la haute place dans la société. Enfin, moi, si je de enfin, le rêve, ce serait, on a, je sais pas, à l'école, au collège et tout, tous les après-midi sont dédiés aux associations. Pas forcément que sportives, que ce soit musicales, que ce soit les loisirs que là, on cale de 18 à 20 heures pour des enfants de 12 ans. Bah, moi, je les calerais, quasiment obligatoires, mais que ce soit pratiquer, mais aussi, le bénévolat, tu vois? Enfin, je veux dire que ce soit des si un enfant, il veut pas forcément faire de musique ou de sport, mais qu'il a envie de faire d'être dans une asso, d'aider dans la vie active de la ville, dans des petits trucs, dans des petits projets et tout, bah, ce serait top et moi, je pense que la part des loisirs et des activités autres que le standard scolaire, ce serait à mettre en avant, que ce soit un créneau de 15 à 17 tous les jours, par exemple Ouais. et forcément, si on fait ça, bah, derrière les entreprises qui sont peut-être un peu frileuse à sponsoriser ou aider des clubs, des entités locales, des athlètes et tout, bah, je pense qu'elles évolueraient et que la mentalité changerait. Et forcément, je dis ça, c'est hyper compliqué sur plein de points, c'est hyper touchy mais je pense que c'est plutôt de se dire: «Ouais, mais là, les entreprises, elles donnent pas», c'est plus se dire: «Ouais, mais si elles donnent pas, c'est que pour elles, il y a un sportif n'a pas forcément d'intérêt tant qu'il est pas, superstar, quoi». Mmh. OK. Et pour revenir un peu sur l'entraînement, toi, à l'heure actuelle, à quoi ressemble une semaine, type d'entraînement? Une semaine type à l'heure actuelle, heu déjà, on va dire, si pour les fans de Strava, on va dire que je tourne entre 70 et 80, pour un coureur de 8. J'estime que c'est hors période de stage. En stage, c'est plus forcément, mais donc là, avec mon travail à côté, le lundi, c'est, footing entre 40 et 50, on va dire. Footing le matin ou le midi, séance de muscu le soir. Le mardi, ça va être, en gros, le mardi, jeudi, c'est les séances pistes en groupe. Donc soit si on est déjà dans le cycle, il y a des séances de, spé, tempo, enfin, tempo ou spé, soit sinon, en gros, il y a une VMA et une séance de seuil qui se cale là-dedans. OK. Le mercredi, ça va être, footing le matin ou repos si vraiment on est cramé ou qu'on n'a pas le temps et le soir, ça va être plus être, un peu de vitesse. Donc, soit de la vitesse très courte, des 30, des 40, des 60, soit un peu plus longue ou un peu, des lignes allure 800 par exemple, c'est vraiment en début de saison, juste histoire de garder un peu de qualité de pied. Le vendredi, j'ai un peu de plio et de technique de course. Ça peut être aussi une muscu, mais généralement, c'est un peu technique plio, donc une muscu différente. Samedi, ça va être, travail aérobie, pareil un peu ça peut être du seuil et un footing ou juste du seuil ou juste un footing, ça dépend de ce qu'on a et le dimanche, ça va être nature, donc généralement, c'est des côtes. Pareil, elles peuvent varier entre, en VMA sur des côtes longues avec, récup descente ou, vraiment, en puissance lactique, des 200, récup, 3 à 4 minutes et entre les blocs des 8 à 10 minutes. OK. Et c'est la semaine dessus. Tout à l'heure, tu parlais de séances, de muscu. C'est vrai que souvent quand je m'entretiens avec des coureurs, on a l'impression qu'ils détestent quoi. Ils détestent ça ou pour certains, ils essaient même de l'éviter s'ils peuvent. Toi, comment tu par rapport à ça? Bah, ouais, j'allais dire, peut-être plus les coureurs de long. Nous, ah, moi, c'est une séance que j'aime bien. Après même, dans coureurs de 8, il y en a qui aiment pas, mais moi, je trouve que ça change. Hem, Ça dépend aussi de ce qu'on travaille parce que quand c'est vraiment long, la muscu, bah, c'est une séance qui est vraiment fatigante.
Mais moi, j'aime bien, ça me plaît, et je pense que pour le coup, pour le 800, tu peux pas trop passer à côté. Même une muscu, ça commence à devenir léger, Ouais. je pense qu'il faut au moins 2 renforts, ça peut être jeune, nous, on fait plus muscu plio ou muscu comme ça, mais je pense que même si c'était 2 séances de force, ça me choquerait pas, quoi. Et est-ce que tu travailles avec une équipe? Est-ce qu'il y a des kinés spéciaux, nutritionnistes? Comment ça se passe? Ouais, j'ai mon coach, j'ai un kiné qui me suit, enfin que je vois régulièrement. Depuis cette année, j'ai une prep mentale aussi, OK. et après tout ce qui est nutrition, j'avais déjà fait une séance, c'était bien, mais je trouve ça dur de bosser au quotidien parce que pour moi, c'est plus des questions sur des points précis que et après je me renseigne, enfin moi je suis à fond là-dedans, donc que ce soit sur PubMed ou sur plein de trucs, je regarde beaucoup de mon côté aussi, et je fais un peu mes tests, et ça me dérange pas de lire des revues, scientifiques, sur le sujet, donc OK. j'aime. Et au niveau de la préparation mentale, est-ce que tu as vu une différence, dans les périodes où tu arrives pas à faire former, des jours un peu sans? Heu, Est-ce que tu as vu une différence maintenant avec l'apparition de cette prépa que tu as mis en place? Bah, c'est encore dur à dire parce que du coup, depuis cette année, ça fait peut-être, 6 ou 7 rendez-vous. De Je pense que c'est plus sur la vision globale de pas forcément que se focus sur le chrono, c'est ce qu'on entend souvent, mais c'est très dur en fait, le chrono, on meurt par le chrono un peu. Heu, enfin, parce que comme je te disais tout à l'heure, un athlète est défini par son meilleur chrono ou le dernier en date, et c'est très dur de se di enfin, il y a plein de courses où potentiellement, j'ai fait des meilleures courses que mon record, juste que les conditions n'étaient pas réunies, mais j'ai quand même fini déçu, et potentiellement, j'essaie de bosser dessus, il y a des courses où j'ai gagné ou j'aurais pu gagner, mais j'aurais quand même été déçu parce que le chrono était pas là, OK. et ce qui prend plus vrai les grands championnats, quand on voit les minima, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, les minima pour un grand championnat, c'est quasiment l'accès à un sponsor ou un partenaire, et du coup, toute la saison, bah, qu'il pleuve, qu'il vente, si je m'aligne sur une compète, c'est pour les sortir, quoi, et si je fais un chrono, top 20 mondial, mais que c'est enfin non, mais top, 100 mondial, mais que c'est pas les minima, mais qu'il y avait 100 kilomètres/h de vent et de la grêle, ce qui est une performance dantesque, bah, je vais quand même être dégoûté à la fin parce que j'ai eu ce que je veux, et si mes 10 courses sur la saison ont des conditions de merde, bah, les gens retiendront pas, «Ouais, mais lui, il était vraiment fort, c'est juste qu'il a pas eu de chance». Et dire: «Bah, ouais, il fera pas les championnats cette année». Et du coup, se sortir d'être fixé sur les minima, sur le chrono, de penser qu'à ça tout le temps et de juste se dire: «Sors la meilleure course, le reste tu maîtrises pas», et ben, j c'est sur ça que je travaille, et pourtant je me considérais déjà pas mauvais là-dedans, mais ouais, c'est pareil, la préparation mentale, petite phrase pour ceux qui hésitent à comment dire? À commencer ou qui se demandent à quoi ça sert. Bon, déjà il y a une question de coût, mais moi on m'a dit: «Ouais, mais la prep mentale, personne n'en fait, alors que par exemple la muscu, tu fais pas parce que tu es faible ou parce que tu es pas bon, tu en fais pour être meilleur». Prep mentale, c'est pareil, tu vois? C'est parce que tu peux en faire parce qu'il y a un souci. Tu peux te dire: «Ouais, moi vraiment en compétition, j'y arrive pas, mentalement, je suis pas dedans et tout». Mais au final, tu peux aussi te dire: «Bah, ouais, je me considère bon, mais si j'étais encore en BA, je pourrais être mieux». Ouais, OK, ouais, non, c'est intéressant. Et donc ça, c'est marrant parce que du coup, ça peut t'aider à relativiser, donc tu le disais, les mauvais jours, les jours avec, mauvaise météo et cetera. Pour ce qui est des bons jours, toi, c'est quelle course qui t'a le plus marqué, que tu gardes, aujourd'hui en tête? Bah, forcément le record, ouais, à chaque fois moi en tout cas, à chaque fois que j'ai fait un record, la course elle est gravée, mais elle s'efface dès qu'il y en a un autre qui arrive, mais le jour d'un record, je sais pas si c'est spécial. C'est déjà c'est rare, en tout cas, plus on avance, plus c'est rare de faire des records, et c'est tellement une drogue, la sensation de passer la ligne en sachant que tu as fait ce que tu faisais, et en plus moi mon record correspond pile au minima, de cette année-là, au Championnat d'Europe,
Bah, il y avait mon coach et tout. Franchement, si je devais citer qu'une course, ce serait celle-là, même si je pense que, comme je te disais, donc mon record, c'est il y a 3 ans, non, 2 ans, 3 ans, je pense, et il y a 2 ans, ma rentrée, elle est quasiment au niveau de mon record. Mmh. Et sauf que là, cette fois, c'était à l'étranger, il y avait que, bah, il y avait Yanis Méziane quand même dans la course. Ouais, aucun part, c'est faux. Hanep, mais moi, je le connaissais pas trop à l'époque, mais en gros, on était 2 Français, perdus dans le sud de l'Espagne, et on sort tous les 2 une course, incroyable, et je pense que ce jour-là, c'est ma la course où j'étais le plus fort, en tout cas. OK. C'est pas le souvenir qui me reste parce que c'est mon record, mais ce jour-là, je m'en souviens quand même, Ouais. spécialement, et je me suis dit: «Ah ouais, solide». Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu te sens pendant une course, que ça soit avant le départ, avant les 150 derniers mètres et une fois que tu passes? Je vais faire le bon scénario alors, parce que des avant les 120 derniers mètres, c'est pas bon. Sur le 800 des fois, c'est pas bon, hein. Ouais. Pas trop tard. Non, mais bah, pour faire l'exemple de la course, après c'est aussi on arrive, là j'avais couru 2 fois, j'avais gagné 2 fois en faisant 2 fois petit record. Donc déjà j'arrivais, enfin, j'étais prêt, je savais que cette course, si tout se passait bien, j'avais les jambes de faire un gros chrono, j'étais en forme et tout. Et en fait, dans la course, bon, donc c'est à Dessines, à Lyon, on savait, il y avait la wave light, donc qui nous guide un peu, et on savait que les temps de passage étaient démentiels. Devant, il y avait 2 mecs très, très forts, donc en arrivant dans la course, je sais quasiment que je peux pas les battre ces mecs-là. Et en fait, je passe, enfin, avant la course, enfin, top, les conditions météo parfaites, pas de vent, très chaud, mais comme nous on courait en début de soirée, genre 21:00, quelque chose comme ça, il y avait pas le soleil qui tapait, juste, chaud pour les muscles, c'était parfait. Mmh. Donc déjà dans l'ambiance, tu hype, quoi. Enfin tout le monde, tu sens que tout le monde sait que s'il se passe un truc, ou que si la course se passe bien, que s'il y a pas d'accro, tout le monde va faire une perf, en fait. Il y aura Je pense sur ce meeting-là, il y a personne qui a fait contre-perf quasiment, tout le monde a sorti sa meilleure course de la saison. Donc déjà avant la course, bah, forcément les 10-15 minutes avant, un peu de stress, mais en fait, c'est dès qu'on s'arrête de courir, il y a un peu de stress qui monte, on se concentre et tout. Nous, sur le 800, on part en couloir et on se rabat, donc tu te dis: «Faut pas», il y a toujours ce passage un peu, mais là, comme ça part très vite, je me retrouve dans les 3-4 derniers, je pense, le premier tour, et en fait, devant, il y avait Sacha Kultrup qui avait collé les 2 mecs, monstrueux, et je me dis: «Bah», je savais qu'il y avait les minima aussi, donc je me dis: «Bah non, enfin impossible». Moi, je sentais que j'avais les jambes, donc au 400, j'arrive au 500, et là, je le vois devant et je me dis: «Bah là, faut tu déconnectes tout». Moi, je dis: «Les fils qui se touchent», mais c'est ça, quoi. Je me dis: «Tu déconnectes tout», je me décale, j'attaque, et là, 150 derniers mètres, en fait, heu, il y avait la lumière pour, les mecs devant, mais il y avait la lumière pour, les minima, et je me souviendrai, je me dis: «Bah là, aux 200 mètres, je suis à côté de cette lumière, mais vraiment, Ouais. pile au niveau des minima, quoi», et je me dis: «Mais là, je suis trop bien, c'est impossible». Donc maintenant, je me dis: «C'est impossible que tu lâches cette lumière. Tu cours, tu lui donnes ta vie, mais impossible que je la lâche», et en fait, je vois que, enfin, que justement je la dépasse un peu, que je joue avec. Donc en fait, les 200 derniers mètres, c'est une course contre la lumière, j'oublie tout, et plus je vois que je résiste et que je suis plus rapide qu'elle, ce qui est généralement pas le cas dans les 200 derniers mètres, bah, c'est de l'euphorie, quoi. Je me dis: «C'est bon, les minima, ils sont là, je passe la ligne, je suis comme un ouf, il y a mon coach et tout», donc ouais, c'est la course, elle est, enfin, je l'ai encore gravée, ben, c'était il y a 3 ans, j'ai mètre pas mètre. Genre, là, je peux la vivre, comme si j'y étais. Ouais, donc en fait, la fin, à partir du moment où tu vois la lumière pour les minima, tu rentres vraiment dans la zone, quoi. C'est toi et la Ouais, lumière. c'est indescriptible. En fait, là où je pense que la lumière joue, c'est qu'avant, avant ton record, tu le savais que quand tu jetais l'œil ou quand tu passais la ligne. Là, j'ai quasiment eu, 25 secondes où j'ai su que mon record allait tomber. Alors que d'habitude, le moment, il durait, une demi-seconde au moment où on passe la ligne, on casse, on regarde le chrono, ou alors quand on voit le mec devant nous, on se dit: «OK, j'ai c'est bon», mais il faut le réaliser en course. Là, comme la lumière était mieux que mon record de une demi-seconde ou plus, quand j'étais à côté, pendant 25 secondes, au lieu d'avoir 1 seconde de kiff, j'ai 25 secondes de bonheur, quoi, Mmh. Ouais, OK. et du coup, les jambes, tu les sens même plus, tu as l'impression que tu voles alors que potentiellement, tu es plein de lactate, les jambes lourdes comme d'habitude, mais juste comme là, ça répond, bah, tu le sens plus. Ouais, et toi, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre, un bon coureur de 800 et un mauvais?
pouvez faire l'arrêt contre bateau, bah, le bon coureur de 800 il court, mais enfin, il y a une petite quoi, mais et l'autre, ça y arrive derrière, mais non, c'est tellement dur à dire. C'est tellement dur à dire parce que, je veux dire, il y a des mecs qui sont réguliers tout le temps dans des gros chronos, mais ils finissent pas forcément champions olympiques et il y a des mecs qui sont là 3 courses dans l'année, c'est la série, la demi et la finale. Ouais, je Et après, par exemple, actuellement, il y a des tendances. Actuellement, par exemple, Arup, Marco Arup, le Canadien, il est monstrueux tout le temps. Ouais. On le voit courir 90 du temps, il se met devant, il mène tout un peu à la da pour moi, c'est ceux-là qui m'impressionnent le plus, c'est ceux qui ils se mettent devant, ils assument. Il y a rien qui peut les arriver, ils s'en foutent des autres et ils font leur chrono monstrueux tout seuls et ça, je trouve ça impressionnant parce que moi, c'est pas du tout mon style, c'est à l'opposé de mon style de course. Mais on l'a vu quand il fait champion du monde, il démarre de derrière, on l'avait jamais vu courir de derrière dans un peloton. Il démarre, il met une sacoche et personne peut suivre donc ouais, forcément, c'est impressionnant mais je suis enfin, pas que je suis autant impressionné par un mec qui fait, 20 fois une 43 que par un mec qui fait une 41 parce qu'il y a un gap d'écart entre les 2 mais je trouve qu'être régulier dans toutes les courses, c'est impressionnant aussi. Enfin, vu la difficulté du 800 m, je trouve que, ouais, des mecs réguliers où tu dis: «Ouais, lui, bah, il est dans ma course, OK, bah, il va faire une 43 une 44», ce niveau là de performance, il est fou. Ouais, c'est impressionnant. En mars, à Lille, tu as pris le dossard, du 5 kilomètres, que tu boucles en 14:48. Est-ce que, cette distance-là, c'est pour pur plaisir ou est-ce qu'il y a un objectif derrière de performer? Mmh, disons que, bah, on est obligé de faire dissocier en tant que coureur de 8. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est bon, enfin, en tout cas, moi je le suis pas. On va dire qu'on est obligé d'être très fort sur le court et de limiter au maximum la casse sur le long. Donc c'était plus pour, me jauger et comme j'en avais déjà fait, essayer de battre mon corps, voir un peu. En plus, à Lille, c'est vraiment, enfin, moi, c'est à côté de là où je m'entraîne. Ah oui, c'est l'une des plus grosses courses, je pense, en tout cas sur 5 kilomètres dans France. Enfin, vu la densité et les résultats, donc c'est l'occasion de mettre un dossard, de se tester un peu. Il y a tous les potes et tout, donc puis un peu sans prise de tête. Il y a pas d'attente, je serai jamais si forcément, si je fais 15:30 alors que je voulais faire 14:30, je serais déçu, mais ouais, c'est plus histoire de mettre un dossard, être en compétition avec tout le monde et si on peut faire un bon chrono, on le fait, sinon c'est pas ça a pas trop d'importance. OK. Et est-ce que tu as donc des objectifs, chiffrés, clairs, pour les années à venir, que ce soit, les Europes, alors on a toujours envie de faire un record évidemment, est-ce que tu en as à nous partager? Bah, si j'en avais un, j'aimerais bien prendre le record de ligue qui appartient à Pierre-Ambroise Boss. C'est pas son meilleur temps parce qu'il était à Dijon, mais comme il était au LMA, c'est 1:44,54. Donc si je devais me donner un objectif chronométrique, 1:44,53 ça m'irait. Surtout que ça correspond ah non, peut-être plus maintenant, ça correspond plus au minima. Mais j'allais dire 1:44,53 ça m'irait. Heu, après j'aimerais bien, heu, refaire enfin, être régulier en petit 1:46, refaire une 45 aussi, Mmh. avant ça. Donc prendre des comme je te disais, le 1:44 il sortira, il faudra vraiment que j'ai la course parfaite, le jour parfait. Mais si déjà je pouvais refaire j'ai fait que 2 fois une 45, je en considère que c'est aussi important de faire plusieurs fois une 45. C'est pas un chrono qui de me laisse indifférent en tout cas, même des petits 1:46. C'est-à-dire qu'une 47, une 48, j'en ai fait commence à en avoir fait pas mal donc dire c'est un week-end comme un autre, une 46, une 45, c'est pas un week-end comme un autre donc refaire ses chronos, refaire une médaille au championnat de France élite, surtout vu les cas qu'on a en France et on est actuellement. Je pense que ce serait peut-être limite plus dur de faire médaille au championnat de France élite que de faire une 44-54 et après, bah, dans les années à venir, découvrir, le 1500 et quelques autres distances, mais pour l'instant, focus sur 800. Alors comme à chaque podcast, on a la question, des abonnés, donc on a eu pas mal de questions, cette fois-ci, Ouais. pas mal de questions diverses et variées. Donc la première question, d'Hugo Menin qui te demande: «KC ou M8 et pourquoi M8?» Ah, te dire bah, attends, est-ce que je vais pouvoir faire ça? J'allais dire: «Est-ce que je vais pouvoir enlever le flou juste qu'on voit ce que j'ai derrière moi?» Je pense que je vais pouvoir le faire, hein, tu que je trouve ça parce que Ouais, bah, et le maillot cassé juste ici, mais lui, c'est un fan,
c'est un fan M8 du coup, mais je dirais, KC, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis e-sport pour m'intéresser à des petites équipes. Ça marche. Ensuite, on a alors, comment on prononce? Moustegan? Je ne sais pas. Ouais. Heu, est-ce que c'est vrai que le kebab sauce blanche est le secret du 1,44? Ah bah, je sais pas, j'ai pas encore fait une 44. Moi, d'habitude, je suis plus andalouse ou algérienne, mais si j'essaierai le sauce blanche, avant la prochaine pause complète blanche. Le après. Et dernière question, hors athlétisme de Sébastien Offre qui demande: «C'est plus dur une nuit avec des cris de bébé ou les derniers 150 d'un 800?» Ah ouais, la for ça, c'est d'actualité ça, ça dép ouais, Dur. ouais, dur comme question, mais je veux dire quand même les 150 de luxe. OK. Vas-y, tu en as Ouais, quoi? disons que cris de bébé, on a signé, on savait à quoi s'attendre. Le dernier 50, jamais à quoi s'attendre et c'est peut-être ça le plus dur. Ensuite, on a Corinne qui pose une question, donc on y a déjà un peu répondu, sur, une semaine d'entraînement, type, mais elle précise en pleine préparation. Est-ce qu'il y a des choses qui changent entre, quand tu es en préparation et on va dire le quotidien? Mmh. Bah, ça dépend. Par exemple, là, c'est une semaine de compète. La veille de la compète, on aura juste une veille de course, donc 20 minutes et des lignes à l'allure. 2 jours avant, on aura repos. On va essayer de garder un peu de muscu, mais généralement un peu moins long, juste, des rappels force ou d'explosivité, un peu d'allure, course et on va alléger les semaines en termes de volume. Mmh. Après, c'est sûr que, par exemple, en septembre-octobre, il y a je touche quasiment pas les pointes ou l'allure 800. Ouais. Donc c'est plus que ça varie dans ces critères-là. Heu, ouais, en pleine prépa, c'est plus, les petits ajustements, la muscu qui va bouger un peu. On va pas charger comme des mules, avant de courir, mais non, il y a en période vraiment de pointe, il y aura plus d'allure de course, mais on essaie quand même de garder une base foncière parce que faut pas la perdre. Comme des timings, pendant un mois, tu fais plus d'aérobie, bah, autant pas faire les 11 mois d'avant, quoi. OK. Et dernière question donc de Dune, Mars qui demande: «Y a-t-il une performance d'un ou d'une athlète qui t'a particulièrement marqué pendant les JO?» Je sais pas si c'est les JO en général. Je dirais, les JO en général, bah, David Rudisha, à Londres en 2012. Je pense que c'est la référence de tous les coureurs de 8. Il y a Marco Rocco qu'on parlait dans un podcast, qui disait que c'était un peu, il avait mis, les bases de l'excellence, c'est ça. Et bah, sinon, même si malheureusement il a pas eu de médaille, je pense que côté français, Gabriel Tual, il est arrivé sur des années monstrueuses, mais les 1,41 et 1,42 à répétition en demi, en finale et ce qu'il a montré, sur les 2 dernières olympiades, que ce soit à Tokyo ou à Paris, franchement chapeau et on va dire qu'au niveau français, c'est lui le qui a mis la voie de l'excellence, qui a montré à tout le monde: «Allez où la voie de l'excellence». Il y a eu Keren Bross avant, mais en ce moment, en tout cas, c'est lui qui met la barre de si vous voulez faire une médaille olympique ou mondiale, faudrait être devant moi ou à mon niveau. OK. Question que je pose à chaque podcast, si tu devais résumer, la course à pied en un mot, qu'est-ce que ce serait? La course à pied ou le 800? Le 800, ça correspond mieux. Mmh. Ah, c'est dur. En un seul mot? Un Bah, combat. Combat. combat? OK, ça va. Ouais. Et forcé, c'est ce qui décrit. Il y a pas c'est jamais facile. Je prends l'exemple de une ligne à l'heure 15 pour un coureur, tu mets tes points, si tu fais une ligne, tu es à l'heure 15. Tu mets tes points, si tu fais une ligne, tu es jamais à l'heure 800. Il faut se faire mal, même 100 mètres, même 50 mètres, c'est une allure, c'est comme tu dis, c'est la limite du sprint. L'allure, elle est jamais confortée, jamais à l'aise sur une seule. Pas aucun moment. OK. Donc combat. Est-ce qu'il y a un endroit vers lequel tu veux, rediriger, nos auditeurs, donc que ce soit réseaux sociaux, YouTube, peu importe? Bah, non, pas forcément, juste, très sympa ton petit podcast et content d'avoir été invité donc si les gens peuvent aller regarder sur YouTube, mettre un petit pouce bleu et s'abonner au Instagram aussi, je fais ta pub pour toi mais et bah, nickel et c'est une passion, j'aime bien le concept, j'aime bien les petites initiatives comme ça donc merci à toi. Nickel, bah, merci. J'ai même pas besoin de faire la promotion, tu l'as fait pour moi. C'est parfait.